bouge pas. J'espère que je vais pas filmer et après me rendre compte que c'est flou. Hein. Et c'est la première fois que je filme toute seule comme ça. J'espère que le focus il est fait parce que franchement, je n'ai pas la patience aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas la patience. On y va? Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi, c'est Laurie. Aujourd'hui, on va faire une revue littéraire assez différente de ce que je fais d'habitude. On va parler du livre Comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderloos. Donc il s'agit d'un essai sur l'inefficacité des mouvements sociaux pacifistes qui est paru en français aux éditions libres en 2018, mais en VO en 2005. Donc, 2 mots sur l'auteur. Peter Gelderloos est un philosophe littéraire, activiste et théoricien anarchiste américain. Je tiens à préciser qu'il est blanc. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, en fait, c'est une information qui est assez importante. Techniquement, le livre est assez court, hein. Ça se voit ici, j'ai beaucoup mis de post-it, mais il est assez court, il fait un peu plus de 200 pages, et le vocabulaire est franchement très simple. À mon humble avis, il convient à partir de 15 ans. Bon, c'est vrai qu'à 15 ans, on va pas forcément saisir tous les tenants et les aboutissants de la question qui est traitée, mais je veux dire, niveau vocabulaire, c'est vraiment accessible. La structure du livre également est très simple. Il y a 8 parties, donc une introduction, 6 arguments qui vont appuyer la thèse générale de l'auteur, qui est en fait de discriminer, enfin de réfuter les mouvements complètement pacifistes. On va parler des définitions un peu plus tard. Et un dernier chapitre sur des propositions de tactiques de lutte pour les droits. Disclaimer avant de commencer, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que les vidéos que je fais d'habitude, tout simplement parce qu'il s'agit d'un essai de sociologie, donc c'est vraiment une thèse beaucoup plus profonde qu'un simple livre de fantasy, hein. Et je vais commencer par parler de quelques-unes des thèses de l'auteur. Je vais pas tout faire parce que je vais pas vous spoiler tout le livre et puis ça serait trop long. Et puis ensuite je vais donner mon avis aussi sur la question qui est discutée dans le livre. Dans cette vidéo, je vais t'exposer 3 des 6 arguments que l'auteur a mis dans ce livre en fait pour appuyer sa thèse. Mais avant même de te les exposer, on va faire quelques petites définitions. Tout d'abord, je tiens à définir le mot anarchiste ou anarchisme qu'en général on comprend très mal. Donc je vais lire en fait un passage du livre, ça va être beaucoup plus simple. Donc un anarchiste n'est pas un adepte du chaos, mais quelqu'un qui milite pour l'abolition du capitalisme, du gouvernement et de toute autre forme d'autorité illégitime et oppressive dans l'optique de les remplacer par d'autres arrangements sociaux ayant déjà existé ou à créer. Donc en général, quand on dit anarchisme, moi y compris, hein, quand on dit anarchisme, on pense souvent au chaos et à la violence. C'est pas du tout ça en fait. Deuxième définition, ça va être les mouvements du coup pacifistes. De manière générale, lorsqu'on utilise les termes pacifisme ou non-violence, ils désignent un mode de vie ou une méthode d'activisme qui évite, transforme ou exclut complètement la violence, tout en essayant de changer la société et de faire advenir un monde plus pacifique et plus libre. Donc la non-violence, en fait, dans le contexte de ce livre, intervient comme étant un moyen de se battre pour ses droits ou pour militer pour un autre changement qui nous est refusé par l'État. Je tiens à préciser parce qu'on ne parle pas du tout de mouvement de protestation contre une autre forme de pouvoir que celle qui est l'État. Le premier argument de l'auteur est que la non-violence comme moyen de lutte est tout simplement inefficace. Donc en fait, pendant tout un chapitre, il va prendre les grands noms des mouvements pacifistes de Martin Luther King Jr. aux États-Unis, Nelson Mandela en Afrique du Sud, même en passant par Gandhi qui, entre parenthèses, a été à plusieurs moments désapprouvé par son propre peuple. Donc en fait, dans ce chapitre, il va prendre ces personnes-là qui ont été des leaders en fait de mouvements pacifistes et il va décortiquer les luttes de ces personnes et les pseudo-victoires qu'on leur accorde. Donc en fait, tout simplement, il va prouver que derrière ces personnes, il y avait aussi des luttes violentes et que les victoires qui ont été accordées, en fait, les victoires qui ont survenu sont plus du fait des luttes violentes derrière ces personnes que du fait que ces personnes marchaient pacifiquement en fait dans la rue, tout simplement. Et le problème, selon lui, c'est que les personnes qui à ce moment-là ont écrit l'histoire, qui ont
qui ont choisi en fait les héros de l'histoire étaient les personnes blanches, étaient les oppresseurs. Dans le cas de Martin Luther King, on savait tous que voilà, il se battait pour le droit des Noirs, mais il a été trop mis en avant selon lui par rapport au Black Panther Party, qu'on connaît aussi, hein, mais qui est le groupe vraiment qui a le plus lutté pour les droits et qui a le plus obtenu les droits des Noirs actuels aux États-Unis. Donc par exemple dans le cas de Martin Luther King Jr., il va nous expliquer en fait avec toutes les dates que effectivement c'était une figure du mouvement des droits civiques aux États-Unis, mais en réalité la plupart des victoires qui ont été obtenues sont du fait des mouvements, des exactions du Black Panther Party qui a lutté de façon beaucoup plus virulente. Le problème c'est que très souvent à l'international l'histoire est racontée par l'oppresseur. Du coup, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est des mouvements pacifistes qui ont permis tout ce qui s'est passé aux États-Unis, alors que non, il y a eu des luttes violentes. Donc pareil en Afrique du Sud, pareil en Inde. Donc ça, c'est les 3 grands exemples dont il va parler dans ce chapitre. Alors, le deuxième chapitre argumentaire de l'auteur stipule que la non-violence est raciste. Et pour parler en fait de sa thèse, je pense que je vais juste lire un passage du livre qui est très très clair sur ce qu'il en pense. Donc il dit à la page 65 : « La non-violence dans le contexte actuel est intrinsèquement une posture de privilégié. Au-delà du fait que le pacifiste type correspond clairement à un blanc de la classe moyenne, le pacifisme en tant qu'idéologie émane de circonstances privilégiées. Il ignore la violence omniprésente du fonctionnement normal de la civilisation industrielle. Il ignore le fait que cette violence est inévitable et qu'elle est constitutive de la structure et de la hiérarchie sociale actuelle et qu'elle ne touche en général que les non-blancs. » Alors, donc bon, je sais même pas si j'ai besoin de rajouter quelque chose. En gros, l'auteur nous dit très bien que se permettre de dire que pour protester pour ses droits, il ne faut pas avoir recours à la violence, c'est vraiment une posture de privilégié parce que ces privilégiés, les personnes qui disent ça, ne connaissent pas la violence systémique que l'État va utiliser contre les personnes opprimées qui sont en général non blancs. D'où le terme la non-violence, donc la posture pacifiste est intrinsèquement raciste. On peut lire en fait dans ce chapitre entre les lignes que l'auteur essaie de nous dire que les personnes participant au mouvement pacifiste profitent d'un confort psychologique qui est créé en fait par un ordre qui est violent pour les personnes non blanches. Il explique aussi que même si la position non violente semble être une position morale et tout à fait limpide qui n'a rien à voir de prime abord avec la race, ça stipule en fait que le fait de recourir à la violence est une question de choix. Les personnes qui sont opprimées en réalité subissent une violence qui n'est peut-être pas complètement visuelle ou directe, mais ces personnes-là n'ont pas le choix en fait de subir cette violence. Donc pourquoi est-ce qu'on leur retirait le choix de répondre à cette violence ? Le dernier chapitre dont je vais parler ici stipule que la non-violence est étatiste. Enfin bref, vous avez compris. Elle stipule en fait que la posture non violente en fait profite à l'État qui est dans la plupart des luttes l'oppresseur. Donc dit de façon plus simple, la non-violence va venir pour assurer le monopole de la violence à l'État. Et pourquoi cela ? Parce que toute lutte contre l'oppression va nécessairement passer par une lutte contre l'État. Or, dans un rapport de force entre population et État, il n'y a que l'État qui a le droit d'utiliser la violence et absolument pas la population. En tout cas, selon la loi. Je voudrais d'ailleurs faire un petit focus sur un point qu'il a expliqué dans ce chapitre qui a été très très intéressant, c'est le point de la liberté d'expression en fait. Il a une vision très très critique de ce qu'on peut appeler liberté d'expression qui serait en fait un gage de mouvement en fait, de liberté dans les mouvements sociaux. Je vais lire un petit passage assez rapide pour qu'on comprenne ce que veut dire l'auteur. Donc il dit « Ce que la plupart des pacifistes semblent ne pas comprendre, c'est que la liberté d'expression ne nous rend pas nécessairement plus forts, qu'elle n'est pas synonyme de liberté. La liberté d'expression est un privilège qui peut être, et qui est, refusé par le gouvernement lorsque bon lui semble. L'État détient le pouvoir incontesté de nous retirer nos droits, entre guillemets, et l'histoire démontre qu'il l'utilise régulièrement.
bon, je pourrais très facilement faire le lien avec une certaine loi, qui va bientôt passer en France, et qui nous retire clairement certains de nos droits. Mais bon, je ne vais pas le faire. Bon, je vais m'arrêter là. Concernant les différents arguments que l'auteur a utilisés dans son livre, tout simplement pour ne pas tout vous spoiler, voilà. Il y aura 3 autres arguments qu'il utilise, notamment la non-violence est patriarcale, la non-violence est un leurre, et la non-violence est tactiquement inférieure, il me semble. Et ensuite, il y a un dernier chapitre sur des propositions de moyens de lutte. Je ne vais pas du tout parler de tout ça parce que je préfère vous laisser... Attention. Oui. Je ne vais pas du tout parler de tout ça, je préfère vous laisser aller le découvrir si ce livre vous intéresse. Alors, dernière partie de la vidéo où je vais vous donner mon avis sur le livre. Je vais la découper en 2 parties. Déjà, l'avis sur la structure du livre et puis ensuite sur le fond. Déjà, sur le côté structurel, le livre bénéficie de pas mal de points forts. Première chose, il est court et dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, mais ce n'est pas un gros pavé. Deuxième point fort, c'est que le vocabulaire est très simple, limpide, straight to the point. L'auteur, il passe pas par 1000 chemins pour dire une chose. Il a dit c'est raciste, point. Et dernière chose, il ne donne pas en fait ses thèses dans le vent, il s'appuie sur des exemples concrets et ça nous permet aussi nous-mêmes d'aller vérifier déjà ses dires pour voir si c'est vrai ou c'est faux et puis aussi de visualiser en fait ses propos tout simplement. Maintenant, mon avis concernant la thèse de l'auteur, c'est que je trouve qu'il y a effectivement une grosse hypocrisie de l'utilisation de la violence aujourd'hui, dans le sens où l'État a effectivement le monopole de la violence, mais on a vu à plusieurs reprises que l'État était capable de transgresser les lois. Donc au final, si nous, on peut pas répondre avec les mêmes armes, qui va punir l'État si nous-mêmes, on n'essaie pas de le punir, entre guillemets. Également, tout individu ou organe étatique sur cette terre a ses intérêts. Donc en fait, je vais dire tout simplement, personne ne va donner le bâton pour se faire battre. Donc à attendre de l'État qu'il autorise certains mouvements sociaux pour poursuivre ces mouvements-là, moi je trouve que c'est pas très fut-fut. Je suis désolée, mais j'ai pas trouvé d'autres mots plus doux. Mais voilà, enfin, faut pas s'attendre à ce que l'État nous dise ah bah oui, mais vous pouvez utiliser la violence, c'est tout à fait légitime, etc. Il sera toujours là à dire non. Et au final, qui nous octroie les droits que l'État nous enlève. Et dernier point me concernant, selon moi, la démocratie dans sa forme actuelle mondialisée est très problématique. Je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo de développer mon avis. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. Moi en tout cas non, je vais pas dire que j'ai apprécié l'affaire parce que ça a été long de condenser tout ce qu'il y avait dans le livre, mais voilà, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à commenter, à nous dire ton avis sur la question. Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram pour qu'on continue ce débat. Et petite annonce, je vais peut-être faire un sujet du podcast sur ce thème-là. De la posture non violente dans les luttes, violente ou non violente d'ailleurs. Donc si tu es intéressé pour passer au podcast, n'hésite pas à me faire signe sur Instagram ou ici en commentaire, je t'écrirai en DM. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe, dépendant de l'heure où tu regardes cela. Ciao, bisous.